إخوتتي إخوتاني مساء الخير عليكم. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Azul Flowen. Je suis très heureux ce soir d'accueillir trois personnalités, excusez-moi, je parle de personnalités, qui ne sont autres, donc les noms s'affichent, Majid Boumkla, Rabh Issaadi et Ahsen Azem. Nous allons, enfin, ils vont parler de la marche pour la Kabylie du 12 qui va démarrer de la place de la Bastille jusqu'à Nation, donc le 12 prochain. Mon premier invité, Majid Boumkla, bonsoir. Très heureux de t'accueillir. في أهدر واش حبيت. Bonjour Djilou et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, je me présente, je suis Majid Boumkla, un militant nazir, écrivain. Voilà pour ma brève présentation. Je vais commencer déjà à essayer de présenter le collectif, comment on a pu démarrer. Oui. Et mes collègues vont me compléter. Et j'essaierai de brosser quelques objectifs qu'on a pu arrêter. Voilà. Donc, tout a commencé, on s'est rencontrés, on était un groupe d'amis d'une dizaine de personnes, on s'est dit il faut quand même réagir à ce qui se passe en Kabylie. Il se passe des choses très très graves et du coup on s'est dit oui, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et du coup on a appelé des amis, on a élargi le groupe et on a fait une sorte de réunion plénière le 8 janvier. On était quand même pas mal, on était une quarantaine de personnes. Et là, on a débattu de pas mal de choses, donc de la situation en Kabylie et des actions à mener. Et parmi toutes les actions qu'on a arrêtées, il y avait une qui a donc ramassé la majorité des suffrages, quoi. Puisque
Et du coup, cette action, c'est la marche qu'on a commencé à préparer, qu'on avait prévu pour le 12 janvier. Ah, pardon, le 12 mars. Mars. Donc, alors, parmi les objectifs, attendez, j'ai une liste d'objectifs. On a énuméré beaucoup, hein, beaucoup d'objectifs, mais ils se recoupent. Il y a certains qui se recoupent, qui s'assemblent, mais les plus importants, donc il y a cette marche-là qui est la plus importante. Et on a dit on va renouveler probablement l'opération qui a été faite par l'association des taxis kabyles de Paris en 2001. Ils sont partis en procession, hein, finalement, de taxieurs, remettre un dossier à Bruxelles et Strasbourg sur la situation qui prévalait en Kabylie. Donc, on a encore prévu un rassemblement devant l'Assemblée nationale française. On a dit qu'on se doit de réfléchir sur un soutien financier qu'on doit apporter donc aux familles des détenus et éventuellement à leurs avocats parce que, comme vous le savez bien, ils ont plaidé, je pense, gratuitement, hein, tous, sans exception. Donc, c'est un geste à saluer et donc, il faut les remercier infiniment. Bon, ça, c'est des opérations coup de poing, lancer une grève de la faim par les personnes qui le souhaitent. Bon, c'est quand même un peu compliqué à mettre en œuvre. Bon, c'est quand même, bon, c'était une idée. Investir les parcelles et ponts le long des boulevards périphériques avec des banderoles. Donc, ils sortent de piquets de grève comme ça. On va rester toute la journée. Les gens qui passeront en voiture, donc ils seront sensibilisés. Contacter les élus et la presse, bon, ça, c'est ce qu'on fait, hein. En ce moment. On a déjà fait un bon boulot dans ce sens. On s'est dit que les artistes doivent réagir par une sorte de déclaration. On va les interpeller et ils doivent réagir par une sorte de déclaration. Donc, hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on s'est dit que pendant toute cette période d'activité, on va tenir une permanence une fois ou deux fois par semaine dans un local dans le 14e arrondissement. On a trouvé un local pour effectivement recevoir des gens et expliquer la situation qui prévaut en Kabylie et mener des débats comme ça à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, mettre en place un comité de veille stratégique. Réaliser des vidéos de sensibilisation, c'est ce qu'on avait fait. C'est ces fameuses capsules qu'on a commencé, que Hassan a commencé à divulguer sur les réseaux sociaux. Et, pardon? Hassan, oui, Hassan. Et on s'est dit aussi qu'on doit travailler sur la médiatisation internationale. Bon, en fait, ça, c'est ce qu'on est en train de faire aussi, hein. On a préparé un dossier. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui reçoivent l'appel à la marche. Il y a un QR sur l'affiche. Ils n'ont qu'à flasher dessus. Ça va les renvoyer à toute la documentation qu'on a pu confectionner et ils auront une vision beaucoup plus générale, beaucoup plus approfondie sur nos actions et sur notre collectif. Voilà, Gilou. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup, Majid. Et on passe la parole à Rabah. Issa dit Euh, bonsoir. ok, mais
Mais bonsoir Djidou, merci pour l'invitation et je passe aussi un bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment-là et ceux qui nous regardent aussi, bien entendu. En fait, si on revient un peu sur l'histoire de ce collectif, bon, personnellement, si vous voulez que je me présente, je suis militant des droits de l'homme, je suis vice-président du Congrès mondial amazigh. Donc, si vous voulez, si on revient par rapport à l'histoire du collectif, je crois que Majid a brassé d'une manière générale comment est née l'idée. En fait, je dois rappeler que depuis le 10 octobre 2021, la dernière marche, en fait, la dernière grande marche organisée, je dirais, par le mouvement citoyen, bien entendu, c'était une marche organisée par le CMA à cette époque-là. Depuis, malheureusement, il n'y avait pas eu d'autres actions. Et puis, je ne nie pas que le MAC a organisé quand même pas mal d'actions, mais c'est des actions, bien entendu, du MAC, mais pas de, j'allais dire, du mouvement associatif, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment-là. Du coup, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça si l'on s'en face à la situation. Il y a eu violation flagrante et répression sauvage de par le régime algérien sur la Kabylie, sur l'ensemble de l'Algérie. Je ne dis pas qu'il y a que la Kabylie en fait qui subissait comment dirais-je, la Hogra en ce moment-là, je dirais toute l'Algérie, mais c'est beaucoup plus accentué. Il y a eu un acharnement sur la Kabylie et ça c'est une réalité, personne ne peut le nier. Il y a eu un acharnement grave sur la Kabylie. Du coup, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Il y a lieu de faire quelque chose, mais bien entendu, dans un cadre plus large et plus rassembleur. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes étalés à prendre attache avec pas mal de militants connus et on a fait appel à une réunion. On a débattu de la situation actuelle que connaît la Kabylie. Et puis, bien entendu, il est dégagé un consensus à organiser une marche en urgence par rapport à la situation actuelle, à savoir c'est pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion. Et puis, bon, voilà, depuis, on commence à travailler tous ensemble pour œuvrer de telle sorte à ce que nous allons réussir à convaincre une grande majorité de citoyens kabyles pour qu'ils puissent sortir, marcher avec nous ce 12 mars. Et je le souhaite de tout cœur parce qu'en fait, on n'a pas d'autre solution que de sortir et de manifester, que ce soit notre solidarité à nos concitoyens kabyles et aux détenus politiques et d'opinion, et aussi une manière de redonner espoir à toute une région meurtrie, à toute une région qui, en ce moment-là, prise en otage par le régime algérien. Donc, je m'arrête là et puis je reviendrai par la suite. S'il y a d'autres questions, je laisse la parole à mon ami Hassan. Donc, tu es avec Caméra Netsi, c'est ça? Effectivement. Est-ce que tu as des nouvelles? Bah justement, aujourd'hui même, il y a eu un procès concernant Caméra, mais c'est terrible. C'est pour la deuxième fois, il a été jugé par, j'allais dire plutôt, pour les mêmes motifs. Et pourtant, la loi est connue là-dessus. Normalement, une fois qu'une personne est jugée, par des faits, on ne peut plus revenir en arrière. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit Camara, que ce soit Bouaziz, que ce soit Lounès Hamzi et d'autres militants sont rejugés à Dal-Bayra pour les mêmes faits. On attend la délibération, mais on sait que le parquet a proposé une peine allant à 12 ans de prison, de prison ferme. On attend les délibérations. Allez, ok. Bon, ben, on sait plus, on sait plus. Il y a des trucs qui nous sortent, ce pouvoir nous sort des trucs, il y a des lois à sa convenance, il fait ce qu'il veut, il écrase la Constitution, il écrase la loi elle-même, et je ne sais pas, personne ne dit rien. Il y a pas de réaction. C'est incroyable ça. Enfin, Je vais vous étonner, Gilou, ce soir même. Ils ont encore jugé quelqu'un qui est décédé récemment, c'est Faroussen.
le militant Frausen qui a fait, vous savez bel et bien qu'il a été pris en otage par le régime algérien pendant des semaines afin qu'il soit rapatrié en sa Kabylie natale afin qu'il soit enterré chez ses siens. Et bien, aujourd'hui, pour votre information, il a été jugé, même s'il était décédé, il est mort, et il a été jugé. Ils ont même prononcé une peine, une condamnation à mort contre lui. Va comprendre, Hmm. c'est terrible, c'est Dans, terrible. dans les années 1980, à Alger, j'étais encore à Alger, c'était 81, 82, j'ai entendu l'expression Bled Mickey. Exactement, oui. Mais Mickey est très ordonné. Tout à Mickey est fait. très ordonné. Allez, Hussein Azem, bonsoir. Bonsoir mon cher Gilou, bonsoir chers téléspectateurs et auditeurs. Merci à Gilou de nous donner la parole pour nous exprimer et dire le pourquoi du comment de cette marche qu'on espère grandiose le 12 mars prochain. Je ne vais pas redire ce que mes camarades ont dit. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est ce mur du silence. Hein, c'est cette terreur que le pouvoir algérien a instaurée en Kabylie et qui commence à prendre racine aussi ici à l'étranger, qu'on doit casser, hein, absolument casser, parce que c'est au fait ce qui nous a conduit à agir pour la Kabylie, au fait, c'est ça, c'était la goutte qui a fait vraiment déborder le vase. C'était plus possible de continuer dans ces conditions où tout le monde se terrait comme un petit lapin dans son terrier, à ne rien dire, à ne rien dénoncer. C'est pas possible et ça faisait pas partie aussi de notre culture, hein, de notre culture kabyle et de la Kabylie qui a porté haut et fort des combats nobles pour la démocratie et les droits de l'homme. Donc à un certain moment, il fallait sortir de son terrier et dire basta, comme on dit les Espagnols. Donc voilà, il y a cette terreur-là qui doit absolument changer de camp. Et il y a aussi ce système algérien et sa machine judiciaire qu'on doit dénoncer. C'est une machine judiciaire qui est aux ordres, qui est des plus iniques qui puissent exister au monde et qui a aussi été condamnée dernièrement par les instances internationales, les instances onusiennes. Donc, cette violation des droits de l'homme ne peut plus continuer de la sorte. Hein. Il y a mon camarade Rabah qui vient de citer des exemples, mais vraiment aberrants. La bêtise humaine n'a plus de limite, comme on dit. Vous imaginez un seul instant rejuger des personnes sur les mêmes faits ou rejuger des personnes décédées. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? C'est vraiment incroyable ce qui se passe dans ce pays-là. Et bien entendu, au-delà de la terreur, c'est aussi, nous, on a toujours exprimé ainsi, cette marche qu'on veut grandiose, hein, à trois visées au fait. Il faut qu'on le dise clairement. La première visée, c'est pour démontrer au pouvoir algérien, à ce pouvoir dictatorial, à ce pouvoir corrompu, corrupteur, criminel, que les Kabyles et la Kabylie sont toujours là. On est toujours là, debout, on est là à continuer la lutte, à continuer le combat, et on reculera jamais en arrière. Il se peut qu'on soit comme un roseau, hein, en rang, mais on se casse jamais. Ça, c'est la première, donc démontrer au pouvoir algérien qu'on est toujours là. La deuxième visée, c'est cette visée que j'ai précédemment citée, à savoir donner du courage à nos concitoyens pour dire, pour parler, pour nommer les choses. On est arrivé à un moment où même le simple fait de liker une publication sur des réseaux sociaux est devenu problématique. Donc, c'est gravissime. Hein, n'en parlons pas des interdictions de tenir des conférences ou de sortir manifester ou de sortir marcher ou de se réunir. Alors là, ça, on n'en parle plus.
Donc, briser ce mur de peur et surtout la terreur doit changer de camp. Il est impératif. C'est à eux de prendre peur et non pas nous, parce que c'est eux qui doivent se reprocher des choses et non pas nous. Hein, nous, on porte la parole humaine, humaniste, on réclame que liberté, démocratie et fraternité. Eux, par contre, ils ont du sang sur leurs mains. Et troisième visée, et ce n'est pas des moindres, il s'agit aussi d'un message qu'on doit passer au niveau de l'Occident, des pays étrangers, c'est-à-dire que ce pays où se déroulera cette manifestation, à savoir la France, eh ben, il faut qu'on leur prouve, comme nos camarades kurdes l'ont fait dernièrement, après l'incident tragique qui s'est produit, où ils ont eu une belle réaction, ils sont sortis dans la rue manifestés par des milliers et des milliers de personnes soutenues et accompagnées par des politiques et des médias français, eh ben, il faut qu'on arrive aussi à faire de même, si ce n'est mieux, nous en sommes capables, nous pouvons réaliser des miracles. Le pouvoir algérien use et en abuse de son arme fétiche, à savoir le bruit des bottes, et sa répression. Et nous avons toujours répondu avec la seule arme qu'on possède, à savoir l'intelligence humaine, le stylo à la main. Donc, pour tout cela, il faut qu'on soit très, 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 très nombreux ce 12 mars prochain, le dimanche 12 mars prochain, pour donner un élan d'espoir émancipateur pour les luttes démocratiques et républicaines pour la Kabylie et tous les détenus qui sont emprisonnés arbitrairement actuellement dans les geôles algériennes. Et voilà. Je voudrais poser une question à vous trois. Je pense que vous êtes d'accord que l'on fasse intervenir l'international, entre guillemets. Vous savez pertinemment que en parlant de la France, les politiques français, par exemple, sont donc courants de ce qui se passe, mieux que nous, de ce qui se passe en Algérie. Comment aller demander de l'aide à des gens qui occultent totalement cette politique mafieuse de l'Algérie, qui n'en dit rien, qui ne souffle le mot, la presse n'en parle pas ou presque jamais. Comment, comment ces politiques ou ces organisations internationales puissent intercéder en faveur de ces prisonniers parce qu'ils ont liké. Vous savez aussi Oui, bien que moi qu'il y en a qui sont sortis dans un cercueil à cause d'un oui, like. oui. Exactement. Et ça, c'est la sempiternelle ritournelle. Effectivement, ne sont pas naïfs à ce sujet-là. Nous savons pertinemment que la Kabylie a été, et il l'est toujours, une variable d'ajustement pour le pouvoir algérien et pour les pays occidentaux. Pour le pouvoir algérien, il l'utilise toujours pour brandir la menace de l'ennemi intérieur, de la séparation, et on connaît son discours. Et pour l'extérieur, ils brandissent la révolte des Kabyles pour mieux négocier leurs contrats commerciaux avec l'Algérie, à savoir le gaz, le pétrole et les minerais, surtout en ce moment avec la crise de l'énergie que subit l'Europe. Mais on ne perd pas quand même espoir de mettre devant le fait accompli ces politiques français en leur disant que malgré ces réticences que vous avez à vous prononcer publiquement, parce que dans le privé, il faut le savoir, c'est très très important, dans le privé, il y a énormément de personnes, de politiques et de médias, des journalistes qui nous soutiennent. Mais le problème, c'est franchir ce pas et de le dire publiquement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met vraiment devant le fait accompli, en leur disant que voilà, il y a un arbitraire, il y a un non-respect des droits de l'homme, il y a un crime qui est en train de se passer au niveau de la Kabylie. Et vous avez le devoir, l'obligation de réagir face à cela, malgré ces intérêts qu'on considère, et je mets bien entre guillemets, ces intérêts suprêmes de la nation, à savoir ces milliards et des milliards d'euros et de dollars qui sont en jeu. Donc nous ne sommes pas naïfs, effectivement, de cette notion et de cette visée ou cette perspective qui s'entretient entre les deux États.
mais on essaye de briser cette omerta, on essaye de les pousser au dernier retranchement pour qu'ils puissent s'exprimer et venir en soutien. On ne leur demande pas leur aide, mais c'est juste un soutien, c'est-à-dire dire qu'on est là et qu'on comprend et qu'ils les disent publiquement. C'est déjà un bon début à cela. D'autres avis? Oui, bien sûr. Oui, allez, je vas-y, voudrais allez. rajouter un mot. Ce qui se passe effectivement en Kabylie d'une manière globale en Algérie, ça n'émeut pas effectivement les Occidentaux parce que c'est interféré par les contrats économiques, la situation économique, d'ailleurs, qui joue en faveur du pouvoir algérien, du gouvernement algérien. Cette situation qu'on vit actuellement avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie, donc n'arrange pas les choses. Parce que vous avez vu, dernièrement, les officiels français, ils sont partis en Algérie pour essayer de négocier certaines choses. Hein. Donc toute cette situation, effectivement, n'évolue pas en notre faveur, mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Vous savez bien, en politique, c'est une question de rapport de force. Tout se joue finalement au niveau international parfois. Hein. Et là, c'est là qu'on essaie de mettre notre grain de sable dans la situation, dans les rouages internationaux. Si on réussit l'autre coup avec quand même une marche massive, quand même ça va interpeller quelque part les politiques français et les autres les politiques, disons, d'autres pays. Donc ça peut par ricochet provoquer quand même des réactions. D'ailleurs, il y a quand même certaines institutions internationales qui ont réagi. Hein, l'ONU a réagi, l'Amnesty International a réagi. Donc, et je dirais, cette situation que vit en ce moment, que vit le système algérien, le système, je parle bien du système, hein, pas du régime, du système, je pense, il est à bout de souffle parce que c'est un système qui ne tient pas compte des réalités du pays. C'est un système d'État-nation, je dirais, même pas à l'image du système français, parce que c'est un système, je dirais, bâtard, en quelque sorte. Hein. L'État en lui-même, c'est un appareil entre les mains de la caste militaire, avec une vitrine civile. Voilà, ce système-là, il va pas durer parce que bon, jusque-là, il a duré sur la violence. Il continue à durer sur la violence, mais la violence si vous voulez, à un certain moment, elle se sature. Hein. Donc, elle a des limites. On a vu les systèmes fascistes dans le monde. À un certain moment, et ils s'écroulent parce qu'il y a une poussée de la base et poussée quand même des aspirations aux libertés, des aspirations à une vie meilleure. C'est tout ça qui pousse. Donc la base pousse. Et c'est ce qui s'est passé à un certain moment avec on avait un peu d'espoir avec le Hirak. Bon, ça s'est dégonflé malheureusement parce que bon, le mouvement il n'a pas su mûrir, il n'a pas su grandir, il n'a pas su se structurer d'une manière disons forte. Voilà. Donc, mais le système algérien, je pense, il est en train de vivre ces derniers temps, hein, ces derniers moments, parce que ça ne pourrait plus durer. Bon, la situation est bien décrite par Hassan Rabah. C'est quand même malheureux. Pour un laïc qu'on met en prison, c'est l'image que je dis moi, me concernant moi en tant
en tant que militant de la cause Amazigh, il est arrivé à un certain moment, tu vas dire Azul, on te met en prison. Hein. Vous voyez la situation aberrante dans laquelle on vit. Voilà. Bon, et je vais rajouter quelque chose sur le collectif. Parce que le bruit a circulé comme quoi il y a de la manipulation derrière, tout ça. Je tiens à le rappeler que c'est un collectif transpartisan. Il rassemble énormément d'associations et d'individus. Donc, il n'y a pas de manipulateur derrière. Hein. Donc, voilà, c'est une sorte de sursaut des citoyens hein, qui s'est manifesté à l'encontre de toute cette situation que vit la Kabylie en ce moment. Il n'y a pas de manigance, il n'y a pas d'espions, il n'y a pas tout. On ne peut pas être sûr de ça. On a mis les garde-fous et en cas où à la dernière minute il y a des tentatives de récupération, on a prévu une déclaration post-marche où on va quand même oser dénoncer ce genre de manipulation. Okay. Voilà, ça c'est pour rassurer les gens qui nous écoutent et qui nous regardent et pour qu'ils viennent à la marche massivement. Ils ne vont pas se dire tiens, c'est tel parti, c'est tel autre, c'est tel. Vous voyez, voilà, je les rassure. D'ailleurs, c'est un collectif il n'a pas une durée éternelle, c'est un collectif à durée déterminée. Une fois que les objectifs qu'on a arrêtés, qui ont bien sûr, comme visée la libération inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion, l'arrêt de ce matraquage, l'annulation du procès injuste des 54 condamnations à mort de l'Arban Tireten, tout ce que si vous voulez, je vais revenir tout à l'heure. Je vais peut-être prendre un petit moment, lire la déclaration qui circule, qu'on n'arrête pas de faire circuler et de lire sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, ça serait bien que je la relise et ça explique, ça englobe tout ce qu'on veut faire. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème. Rabah, oui, je reviens. En fait, par rapport à votre question, bien entendu, on n'est pas naïf. On sait bel et bien qu'en ce qui concerne les États, sont animés par des intérêts. C'est malheureusement la loi générale. C'est ce qui est valable pour tout le monde, pour tous les États d'une manière générale. Seulement, ce qu'on doit, à travers l'action en elle-même, ce qu'on doit comprendre, et d'une, c'est redonner espoir à nos compatriotes qui sont là-bas, qui sont pris en otage. En ce moment-là, la Kabylie est prise en otage par le régime en place. Et d'autre part, c'est une manière de libérer de la peur nos concitoyens. Sinon, en ce qui concerne, bien entendu, le gouvernement français, mais on doit savoir une chose, si on arrive à se constituer en une force réelle, nous allons pouvoir interpeller et l'opinion publique et la classe politique française à son tour, qui sera intéressée à nous. C'est parce que quand vous regardez, par exemple, ici en France, la communauté kabyle et la communauté algérienne d'une manière générale, qui se chiffre à des millions. Imaginez-vous si on était organisé, on présentait réellement un poids, un vrai poids, comme ils font les autres communautés, telles que par exemple les Arméniens, tels que les Juifs, etc., là, à travers leurs CRIF, etc. Vous vous imaginez comment nous allons peser sur l'échiquier politique français? Bien entendu, vous allez intéresser la classe politique française. C'est tout le monde qui va se rapprocher de vous parce qu'ils vous voyez, c'est un ensemble de voix avec lesquelles ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs, à savoir gouverner le pays. Malheureusement, en ce qui nous concerne, nous, la diaspora d'une manière générale, qu'il soit kabyle ou algérien d'une manière générale, on n'a jamais été à la hauteur de constituer un bloc pour peser sur cet échiquier-là.
C'est contrairement aux autres nations, aux autres peuples, j'allais dire, qui ont cette culture. Par contre, en ce qui le concerne, nous œuvrons toujours de telle sorte à ce qu'on soit en mesure de pouvoir constituer réellement une force qui va agir, que ce soit sur le plan local, ici en France, et en même temps qui va avoir ses ramifications à l'extérieur. Donc, du coup, si on va réussir à faire mobiliser une grande partie de nos concitoyens, vont sortir en ce 12 mars pour scander des slogans contre le régime en place, croyez-moi que les Français, parce que par la suite, enfin, j'allais dire, les politiques français et le gouvernement français va avoir peur. Il sera obligé d'interpeller, comment dirais-je, les autorités algériennes par rapport à la dérive qu'elle est en train de se passer là-bas, par rapport à la répression qui fait subir aux citoyens là-bas. Mais si on ne s'organise pas, comment voulez-vous qu'ils vont faire quelque chose? C'est parce que eux, ils sont conscients. Si par exemple, il y a l'organisation, il y a un mouvement de contestation qui prend forme sérieuse ici en France, ils vont avoir peur à ce que ça va se retourner contre eux. C'est la raison pour laquelle ils vont pouvoir pousser automatiquement le gouvernement algérien afin de revoir sa politique qu'il mène actuellement vis-à-vis de ses concitoyens. Du coup, c'est la raison pour laquelle, au contraire, il faut toujours se projeter, il faut pas en quelque sorte sous-estimer ces organisations. Certes, comme vous l'avez tous cité, effectivement, les États sont animés par des intérêts, mais faisons en sorte à ce qu'on soit intérêt et intéressant. Si on devient intéressant à leurs yeux, bien entendu, ils vont prendre en charge nos doléances. C'est la raison pour laquelle je profite de cet instant-là pour dire aux citoyens, au contraire, il faut sortir. Il faut sortir d'abord, pour, comme il avait expliqué tout à l'heure, mon camarade Hassan, transformer la peur. La peur doit changer de camp. Il ne faudrait plus que ce soit le citoyen qui ait peur toujours du régime en place. Il faudrait que la peur puisse devenir de l'autre côté, parce que je sais que à travers toutes les manipulations qui se font en ce moment-là, et aussi le fait qu'ils sont en train, comment dirais-je, de parasiter et le discours politique, ils font sortir leur pion un peu partout. D'ailleurs, ils ont réussi quand même à dynamiter la société d'une manière générale. Donc maintenant, il faut prendre conscience. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester des spectateurs et on ne peut pas rester des observateurs. À un certain moment, il faut agir. À un certain moment, il faut dire basta, il faut sortir dans la rue, il faut dire il y en a marre. Parce qu'en fait, si on revient un peu en arrière, sachant qu'en 2019, voyant l'élan de mobilisation qui a été animé dans les rues algériennes, ça a montré à l'opinion publique internationale et ça a montré aux yeux de tous les pays du monde que le peuple algérien, d'une manière générale, est contre ce régime. Et contre ce régime, ça n'a rien changé, même si, soi-disant, qu'il utilise sa propagande en ce moment-là, même s'il essaie d'utiliser des méthodes de terreur pour faire taire les gens, mais une chose est sûre, il viendra un jour, ils vont revenir à la rue pour dire « il y en a marre, on ne veut plus de vous ». Donc, commençons déjà par ici et redonnons espoir et confiance à nos concitoyens et c'est ainsi qu'on pourra aller vers le changement. Par contre, si on ne fait rien, on risque d'être condamné par l'histoire. L'histoire va nous condamner. C'est grave quand on voit ce qui se passe. Regardez le procès d'aujourd'hui. Le procès n'est pas encore fini, mais c'est très grave. Ils condamnent même des morts. Vous vous imaginez où ils sont arrivés? C'est très grave. Ils sont en train de revenir sur des faits, des personnes qui ont été condamnées. Ils les rappellent encore une autre fois pour les faire juger sur les mêmes faits. Ça n'a jamais existé dans aucun pays. C'est pire qu'une dictature, là, je ne sais pas comment les qualifier. Ils n'ont pas de qualificatif. Et nous, on regarde, on dit, ah, on a peur. Non, je n'ai pas voulu que moi aussi, je vais subir ce genre de traitement de par le régime. Mais non, c'est parce que si vous sortez dans la rue, si vous allez scander, si vous allez dépasser cette peur-là, croyez-moi, c'est eux qui vont reculer. Par contre, si on reste comme ça sans rien faire, eh ben, ils vont prendre le dessus sur nous et ils vont nous avoir encore pour des années jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de quoi faire nourrir leur clientèle. En ce moment-là, ils vont lâcher et ça sera encore
une fois de plus la société civile qui va sortir dans la rue. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut dépasser les calculs allant dans le sens à dire c'est parce que même si on marche, il n'y a personne qui nous voit. Au contraire, il y a l'opinion publique, il y a la classe politique qui vont le voir. S'ils voient que réellement il y a une certaine mobilisation, s'ils voient que réellement la mobilisation, ça commence à reprendre forme d'organisation, et quand ça devient une véritable organisation, croyez-moi que c'est tout le monde qui va s'intéresser à nous, et croyez-moi que ce pouvoir, ce régime en place va reculer dans ces méthodes barbares qu'il est en train d'utiliser en ce moment-là contre ses propres citoyens. Hmm. Oui, mais en fait, la répression fait rage, hein. On a vu ici, par exemple, les Gilets jaunes, comment ils se sont fait tabasser. Maintenant, pratiquement, les Gilets jaunes n'existent plus, alors c'était une force extraordinaire. C'est Ouais, pareil, c'est Oui, pareil pour le pseudo-Hirak, où il y a eu oui, ouais, plus d'une vingtaine de millions d'Algériens dans les rues. C'est extraordinaire quand même. oui, oui. Et, ouais, ouais, ouais. ça a été, on voit ce qui se passe, hein. Ils rentrent dans les maisons, surtout en Kabylie, ils rentrent dans les maisons, Ah, ils prennent les filles, les garçons, les pères, les mères. merci, Maintenant, c'est les grands-mères. Maintenant, Ouais, la mère de merci. Bouraoui. Merci ouais. Gillo d'avoir souligné ce point très 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 important et ô combien euh, ignominieux. C'est-à-dire que la dignité de la Kabylie a été touchée au plus profond d'elle-même. C'est-à-dire que ce pouvoir criminel algérien ose faire l'invraisemblable en plein cœur du Djurdjura. Même le colonialisme français n'a pas osé pratiquer d'infamie, à savoir casser des portes en pleine nuit, kidnapper, c'est des rapts au fait, hein. Voilà, ils partent, ils prennent hommes, femmes et enfants en pleine nuit, personne ne branche, personne ne pipe mot, on ne sait pas où ils sont, certainement dans des centres de torture et de répression. Et ça, il faut qu'on arrête. Il faut absolument arrêter ce genre de pratique dictatoriale, arbitraire, criminelle. Et il faut que les Kabylies s'unissent autour de cet idéal, autour de cette cause noble, parce qu'il s'agit là d'une cause noble, hein. On demande et on exige même. On doit exiger, on ne demande plus. C'est une exigence de libérer ces personnes qui sont arbitrairement emprisonnées et qu'on qualifie de terroristes, or qu'ils sont uniquement des détenus d'opinion et politiques. Et aussi, donc, lever cette terreur-là. Mais j'aimerais rebondir sur un point très, très important aussi, qui démontre que le pouvoir algérien commence à prendre peur et à paniquer parce que on voit, et c'est sa méthode à lui, hein, propre à lui, hein, ce pouvoir, quand il ne maîtrise pas une chose, eh ben, il commence à mettre en place ses relais un petit peu partout pour venir un petit peu perturber, déstabiliser, invectiver, insulter, euh, mettre une couche de confusion dans les choses. Donc c'est comme ça qu'on voit des personnes qui sont ici en France ou plus récemment au Canada, une petite dame qui vient semer la confusion comme ça sur cet appel à la marche, hein, des Kabyles ici en France, en appelant ces mêmes Kabyles en leur disant qu'il ne faut pas sortir marcher le 12 mars à Paris parce que vous risquez d'aggraver la situation de la Kabylie, vous risquez d'être embarqué, vous risquez ça. Voilà, donc ça prouve que notre objectif est semi-atteint parce qu'il y a ces énergumènes qui prennent la parole un petit peu partout pour venir semer la confusion et nous insulter. Et je profite aussi de l'occasion de répondre à des personnes qui nous pointent du doigt en disant qu'on est des éléments du DRS. Rien que cela. Rien que cela. Des éléments du DRS. Donc vous avez en face de vous aujourd'hui, Djelou, Majid Bomekla, qui était un,
un militant de la première heure de la cause Amazigh emprisonné, l'un des premiers prisonniers sous le régime de Boumedienne. Vous avez un vice-président du CMA-SI et ma petite humble personne qui sommes des agents du DRS et d'autres. Hein. Yasmina Oubouzar est une agent du DRS, Massine Ferkel est un agent du DRS, Samir Oukassi est un agent du DRS. Alors là, j'en tombe, mes bras m'en tombent, comme on dit. C'est gravissime de venir propager ce genre de mensonges éhontés et dire qu'on est du DRS et que si cette marche se produit le 12 mars, sachez que c'est le DRS qui l'organise. Je ne savais pas que le DRS organisait des marches, mais bon, on apprend toujours. Voilà, donc c'est juste pour apporter un démenti formel à ces énergumènes, quels qu'ils soient, hein, qui colportent des mensonges éhontés. Et la meilleure preuve de répondre à ces personnes-là, c'est d'être nombreux, d'être vraiment très nombreux ce dimanche 12 mars pour dénoncer tout ça et pour dire basta à la peur, basta à la terreur. Voilà, c'est très important. Voilà. Ok. Majid ou Rabah? Oui, oui, ben, juste en allant dans le sens de Hassan, je ne vois pas comment est-ce que le DAS va organiser une marche contre son propre système, quoi. Donc, il y a quand même une contradiction que certains énergumènes, effectivement, n'arrivent pas à saisir. Donc, il y a quand même quelque chose. Ces gens-là, on voit bien leur niveau de gigote, hein, comment qu'ils réfléchissent, quoi. Mais cette façon d'agir, au fait, c'est de la tox, hein, c'est des fake news, quoi, avec un terme moderne, exprès pour semer un peu la zizanie dans l'esprit de certaines, dans l'esprit faible de certaines personnes. Effectivement, ça peut jouer. Donc, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, je rappelle donc à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils n'ont pas à avoir peur. La peur n'évacue pas le danger, comme on dit. Donc, il faut oser, il faut venir à la marche et je vais reprendre en fait l'adage vieux comme le monde qui disait l'union fait la force. Hein, donc, et on le reprend un petit peu dans nos slogans, s'unir pour ne plus subir. Donc voilà ce que je vais rajouter en attendant, quoi. D'accord. Moi, ce que je dois rajouter, oui, vas-y. si vous permettez, Jello, vas-y. moi, ce que je voulais dire, en fait, Dieu merci qu'il y ait cette action-là qui a fait pousser les services à démasquer les agents dormants. Parce qu'en fait, ces KDS-là qui sont en train de mener campagne contre nous, soi-disant qu'on est manipulé ou ceci, cela, etc., finalement, c'est des gens qui se sont démasqués. C'est des KDS, en fait. C'est des agents dormants des services. Maintenant, ils les ont poussés. C'est parce que les services, en réalité, ont paniqué. Ils ont eu peur de cette marche. C'est parce qu'ils croyaient qu'ils allaient faire peur aux gens comme ça et ça va durer des années. C'est la raison pour laquelle ils ont fait sortir de leur cachotterie leurs agents dormants. Donc, Dieu merci, maintenant, ils se sont affichés, on les connaissait tous. Ces gens-là, c'est des gens qui travaillent pour eux. Ils se sont affichés. Réjouissons-nous. Maintenant, on les connaissait. C'est parce qu'à un moment donné, ils faisaient croire à l'opinion publique comme quoi ils sont des militants, ils sont là au contraire pour le bien de la cause, ceci, cela. Mais à travers cette action-là, ça nous a démontré que finalement, ces gens-là, contrairement à ce qu'ils ont essayé de véhiculer comme message, c'est des gens qui sont au service de la police politique algérienne. C'est des gens qui leur obéissent à l'œil et au doigt. Passons-en.
puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'histoire des Gilets jaunes en France, c'est pour ça que nous, on ne voulait pas tomber dans ce panneau, on ne voulait pas tomber dans ce genre d'erreur. Les Gilets jaunes, si le pouvoir français a réussi à les casser, c'est parce qu'en fait, il leur a fait infiltrer des éléments, comment dirais-je, qui ont travaillé dans le sens de casser l'image des Gilets jaunes. Ceux qui ont travaillé dans la casse, ceux qui ont travaillé dans la violence, ce sont ces gens-là qui ont cassé l'image des Gilets jaunes. C'est comme ça que le pouvoir français, le gouvernement français, j'allais dire, a réussi à ternir l'image des Gilets jaunes. Contrairement à nous, ce qu'il avait essayé de faire justement le pouvoir algérien, tout à l'heure, Hassan avait évoqué l'histoire de la menace intérieure et pour essayer soi-disant de créer une sacrée union parce que il y a une menace intérieure, à savoir d'où il vient cette menace. C'est le MAC qui a présenté qui est comme étant une organisation terroriste, et sachant que le MAC n'a jamais été un mouvement terroriste, ce n'est qu'un mouvement politique qui a le droit d'exprimer ses convictions politiques. Et le paradoxe dans tout cela, c'est qu'il a été toléré depuis sa création en 2001 jusqu'à 2021 pour dire qu'ils sont des terroristes. Il a fallu attendre finalement 20 ans pour se rendre compte que finalement ils sont des terroristes. Et finalement, les services algériens, ils sont nuls. Si c'est comme ça qu'il réagit, il fallait attendre 20 ans pour se rendre compte que tel mouvement est un mouvement terroriste. C'est du n'importe quoi. Heureusement que Farhat, à la tête du MAC, il avait tout fait pour déjouer les plans, j'allais dire, machiavéliques des services algériens en montant les histoires de Dahdouh, les chaînes de Dahdouh, la propagande de dahdouhiste pour soi-disant montrer des éléments qui sont là, prendre les armes, prendre le maquis, etc. Et ça n'a pas marché. Heureusement, il y a eu cette maturité politique de la part des responsables du MAC qui ont dénoncé tout ça et qui ont, comment dirais-je, déjoué ces plans machiavéliques. Et comme aussi, bien entendu, ils ont essayé de nous montrer en dehors de la Kabylie une autre organisation qui est, comment elle s'appelle, Rachad, comme quoi c'est aussi une organisation terroriste. Donc, vous avez tous compris le schéma du régime, c'est-à-dire quand ils veulent réprimer un Kabyle, ils disent c'est un maquiste, donc c'est un terroriste. Et quand ils veulent réprimer en dehors de la Kabylie, on va dire que c'est un rachadiste, donc c'est un terroriste. Voilà, comme ça, ils ont créé une mise en scène pour faire croire avec leur propagande, etc., à l'opinion nationale qu'il y ait une menace intérieure. Et ils ont monté un dossier de toutes pièces pour nous faire croire qu'il y ait une menace venant de l'extérieur, à savoir qui, c'est notre voisin, le Maroc. Et sachant que tout ça, comment dirais-je, c'est des plans montés de telle sorte à endormir le peuple et puis, bien entendu, se maintenir au pouvoir encore pour des décennies, pourquoi pas. Du coup, l'opinion publique, ce qu'il doit savoir, au contraire, en sortant dans les rues, c'est pour déjouer, c'est pour démontrer à ces gens-là, à ce pouvoir-là, que nous avons compris votre jeu. Nous ne sommes dupes de rien. Nous ne sommes dupes de rien. On sort, on ne veut plus de vous. Dégagez, laissez-nous la paix. Dégagez, on ne veut plus de vous. Voilà, au contraire, il faut revenir à la rue, il ne faut pas les laisser tranquilles. Je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça nécessite des sacrifices, mais pour libérer un pays, il faut un sacrifice, il faut qu'on se sacrifie. La moindre des choses, c'est bel et bien de sortir dans la rue et manifester, marcher, scander des slogans contre ce pouvoir, contre ce régime en place. C'est la raison pour laquelle je réitère mon appel à tous les citoyens épris de justice, à tous les citoyens qui veulent réellement un changement, à tous les citoyens qui veulent réellement à ce que cette situation cesse, qu'ils sortent ce 12 mars, qu'ils marchent dans la rue pour scander tous ensemble contre des slogans contre ce régime en place. Donc il y a espoir. Le régime est faible. C'est parce que s'il n'était pas faible, il n'allait pas, comment dirais-je, arrêter des gens sans rien faire. Il n'y a que des faibles qui utilisent de la terreur. Parce qu'un régime fort, un régime qui est fort dans ses institutions, il n'a pas besoin d'utiliser la terreur. Il n'a pas besoin de réprimer. Il n'a pas besoin d'opprimer. C'est parce qu'il a ses institutions fortes. C'est parce qu'il est sûr de lui-même que c'est un régime fort. Mais par contre, un régime faible, c'est ce régime-là qui utilise la terreur. C'est ce régime-là qui utilise, comment dirais-je, l'oppression, la répression, etc. Ben Mith. Je vais rajouter un petit mot
Oui. à cette situation d'utiliser toujours la carte disons, de l'instrumentalisation par l'extérieur. On l'a toujours connu en Algérie, hein, en 63, quand la Kabylie s'est soulevée, Avec quand Ahmed. le système naissant, finalement, le système fascisant naissant du pouvoir. Donc, on a utilisé justement cette carte de la manipulation de l'étranger. On a corrélé en quelque sorte donc le FFS comme étant un parti téléguidé de l'extérieur par le Maroc. Voilà, ils ont monté l'affaire des frontières, l'affaire de la frontière avec le Maroc. Donc pour déjouer, effectivement, pour essayer de dévoyer toute la résistance qui commençait disons, qui était quelque chose d'assez concret en Kabylie contre, je disais, contre le régime naissant des fascistes Boumedienne et... Il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas. Majid, ouais, Majid, réponds à Gilou, il t'a posé une question, réponds-lui. Ah oui, je suis parti dans mon délire. Ben, j'ai pas entendu. Non, tu as dit, ils ont, qui a préparé cette guerre des sables? Qui sont-ils, donc? Bah, c'est le pouvoir algérien en 1963. Hein. C'était Ben Bella et Boumedienne. Hein. C'était eux qui étaient en manœuvre. Eh ben, d'accord, ok, oui, ils étaient au pouvoir. Mais moi, je suis convaincu. Parce qu'ils ont vu, Gillo, ils ont vu il y a quand même une réaction. Eux, ils préparaient quand même à mettre en place un système fascisant. Il y a quand même toute une région, c'est la Kabylie, qui a compris leur jeu. Elle a réagi. Elle a apporté un projet démocratique, un projet humain, tout simplement. Voilà, donc eux, ils ne veulent pas de ça. Comme ça commençait à prendre, ils ont créé, en quelque sorte, ils ont monté l'affaire des frontières. Hein. Vous comprenez? Oui. Et voilà, et c'est là qu'une partie des Kabyles sont tombés dans le piège. Et cette stratégie de manipulation, ça a été reproduite avec le largage des armes en Kabylie. En 60, c'était quand déjà? 78. 78. Vous voyez, juste avant d'annoncer la mort de Boumedienne, parce qu'ils ont peur, ils ont anticipé sur une éventuelle réaction de la Kabylie. Vous voyez, donc à chaque fois que, écoutez, la Kabylie est toujours à l'avant-garde de toutes les luttes démocratiques, à chaque fois qu'elle réagit, le pouvoir, il invente, il est très machiavélique à ce niveau-là, il a toujours plus de tours dans sa poche, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, mais maintenant, jusqu'à quand ça va pas durer, hein, parce que là, quand il vient de le dire, un système faible, il utilise toujours ce genre de stratégie, la violence, il a l'arme entre les mains, donc il fait ce qu'il veut, mais jusqu'à quand? Jusqu'à un certain moment, ça y est, hein, il va s'écrouler, ça va se retourner contre lui. Hein. Ok. Bon. Hassan. Oui, en fait, oui, mon ami. Juste, je réponds à Majid. Majid, moi, je suis convaincu que la guerre des sables a été créée justement par De Gaulle, par le pouvoir français de l'époque. Je suis convaincu parce que suite à la pseudo-indépendance que De Gaulle a mis en place, d'ailleurs c'est son fils qui le dit dans son livre, hein. Il a dit, mon père a laissé plus de, je sais pas, je me souviens pas, en tout cas plus de 100 000, centaines de milliers de personnes en place.
C'est le Oui, fils de Gaulle qui le mentionne dans son livre. Donc en 1962, on n'a jamais été indépendant puisque c'était c'est toujours vrai. les sbires de la France. Il y avait Et des donc, éléments à, envoyés par De Gaulle à prendre le pouvoir en Algérie, effectivement. et donc le commandant en Kabylie, هذاك اللي كان مع عيد أحمد Euh, يا euh, عبد الحفيظ. Wahou الحاج. والحاج. يحيى عبد العافية Ah, يحيى Yaha, Enfin, c'est le oui Hafir. les في documents الحافظ Talina, il parle de tout ça. Et il Oui, dit, non, la guerre continue, on n'est pas indépendant. Ça, c'était en 1963. Donc, c'était des gens conscients, bien conscients sûr. qu'on oui n'a pas été oui oui. indépendant. Et la Au fait France a Gilo trouvé ce subterfuge de la guerre des sables. Bien sûr, elle gère le Maroc comme elle le veut. Hein. C'est elle qui met les rois. Au Maroc, c'est la France qui place les rois. Ça, c'est au fait l'histoire au fait le dit. Gilou, il ne au faut fait pas Gilo oublier tu quand viens même la politique de la France-Afrique a fait son temps, elle continue à faire son temps. Hein. oui Donc, oui 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 effectivement, bien sûr, au la fait France est quelque part cautionne la guerre, ce qu'on appelle la guerre des sables, effectivement. A Au fait, cautionné ça. Oui. Gilo, tu viens de soulever un point très très important et ça prouve au fait que l'action qu'on est en train de faire est plus qu'importante. Nous savons tous qu'il y a une pseudo-indépendance. On le sait, nous, démocrates et militants, tout le monde le sait, il y avait une pseudo-indépendance. Et cette pseudo-indépendance, le pouvoir algérien, ce pouvoir criminel, l'a dorloté, au fait, hein, il l'a élevé, l'a dorloté comme un petit bébé. Hein, il la couve bien pour préserver leurs intérêts. Et pour préserver leurs intérêts, la Kabylie, qui représentait un danger et une peur bleue de ce pouvoir algérien, a été toujours et de tout temps, et elle l'est toujours, une variable d'ajustement du DRS, hein, de l'ASM à l'époque et maintenant du DRS, pour leurs luttes intestines de prise de pouvoir. C'est-à-dire que quand un clan au sein du pouvoir veut renverser l'autre, eh ben on utilise la Kabylie. Ça a été toujours comme ça. Mais jusqu'à quand on doit accepter d'être dépiant et d'être manœuvré de la sorte? On est tous conscients qu'il se joue de nous. Maintenant, à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se dise maintenant, non, on n'accepte plus qu'on se joue de nous et qu'on soit cette variable d'ajustement. Et on n'accepte pas cette terreur. Au fait, ils voulaient inverser le truc, comme ça représentait vraiment un danger pour eux, cette Kabylie. Hein. Tout le monde a en mémoire les événements quand même de 2001. Hein. Les jeunes, à la fleur de l'âge, bravaient des armes de guerre et des balles explosives, la poitrine ouverte. Hein. Et ils ont réussi à dégager toutes les casernes de gendarmerie de Kabylie. Donc voilà de quoi ils sont capables, les Kabyles. Donc le pouvoir algérien, il sait que la Kabylie représente un danger pour son système et la pérennisation de son système. Donc il utilise tous les moyens et il a trouvé le moyen le plus efficace, qui est cette terreur-là, qui est en train d'être vécu par les Kabyles en Kabylie et maintenant ici à l'étranger. Donc nous devons inverser cette tendance. On ne doit plus accepter qu'on soit manipulé comme des pions comme ça. On ne veut plus qu'on soit une variable d'ajustement et surtout, on veut inverser cette tendance. On n'a pas peur. Merde, je m'excuse du terme. Je m'excuse du terme, mais on n'a pas peur. Voilà, il faut sortir. Brel disait dans une interview, il disait ne venez pas me dire qu'un homme n'a pas peur. Celui qui me dit qu'un homme a peur, c'est un fou. Il faut l'interner dans un asile psychiatrique. Donc nous avons tous peur, mais à un certain moment, pour des nobles causes, eh ben, cette peur-là, on la transcende. On y va de l'avant. Parce que la peur ne te protège point. Elle ne te protège pas. Exactement. Donc, on arrive à la conclusion, enfin moi j'arrive à la conclusion qu'il y a un seul terroriste dans le territoire algérien, c'est bien ce système, ce pouvoir mafieux qui terrorise la population. C'est un État terroriste.
Ok, Voilà. oui. Ok, Ben, oui. bien entendu, ça c'est clair. Ça a toujours été lui le responsable et le coupable depuis la pseudo-indépendante dont vous parlez à ce jour. Et s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, de toutes les façons, tous ceux soi-disant qui essaient de jouer un rôle d'une manière directe ou indirecte avec lui, ils étaient montés par lui. Et c'est lui toujours l'acteur, comment dirais-je, le metteur en scène. C'est lui l'acteur principal. Sinon, le reste, ils étaient là comme des figurants et tout un chacun joue un rôle, c'est tout. En fait, je voulais revenir un petit peu par rapport à ce qu'il vient de dire Hassan. C'est important, effectivement, à un certain moment, ils ont tenté tout, enfin, ils ont toujours essayé d'utiliser la Kabylie à leur propre fin, c'est-à-dire pour régler des problèmes internes à un certain moment entre eux. Et en 2001, c'était un exemple flagrant, c'est parce qu'il y avait des problèmes en interne. Donc, ils ont donné l'exemple, quand ils ont réprimé, quand ils ont décidé d'assassiner, de réprimer en Kabylie, c'est une manière de donner à chaque fois cette région-là comme exemple aux autres régions d'Algérie. C'est-à-dire, soit vous vous taisez, sinon vous voyez le sort qui vous attend. Et à chaque fois, c'est la Kabylie qui reçoit le coup, et c'est comme aujourd'hui aussi. Ce n'est pas fortuit ce qui se passe actuellement en Kabylie. L'acharnement, c'est fait exprès, c'est pour toujours, parce qu'en fait, c'est la région qui a toujours été une région rebelle, c'est une région qui a toujours porté toutes les revendications démocratiques et qui a été toujours à l'avant-garde des droits des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Et du coup, ils ont décidé de s'attaquer à la Kabylie pour la donner comme exemple aux autres régions d'Algérie. Et d'ailleurs, ils ont réussi quelque part leur coup. La Kabylie, en ce moment-là, est en train de vivre à peu près ce qu'elle avait connu durant les années 80, après 85, lorsqu'il y a eu l'arrestation de tous les éléments qui ont créé la Ligue des droits de l'homme. Vous vous souvenez, il fallait attendre 88, sinon c'est tout le monde qui les a oubliés. Ils ont été complètement dans l'oubli parce que le pouvoir à cette époque-là, il avait instauré la terreur. D'ailleurs, je me rappelle même une des chansons de Matou Blarmo qui chantait فرحاتي مولات ثروان الشهداء باسكو الهم كان تواليم مناد نعمة فرقاني شوي marqué. En fait, ils parlaient en quelque sorte, c'est-à-dire ils ont ramené l'opinion d'une manière générale au football, à l'équipe de la GSK en suivant uniquement les matchs de foot. Ah, on t'a perdu, Rabah. On t'a perdu, Rabah. Euh, je voudrais juste. Bon, il reste encore Majid et Hassan. Donc, Oui, oui, oui. euh, je ne sais pas, tous les Algériens maintenant, Kabyles ou non, font parler Matoub. Tout le monde maintenant aime Matoub. C'est extraordinaire quand même. Bah, c'est plus qu'extraordinaire et c'est tant mieux. Ce grand monsieur, malheureusement, de son vivant, a été marginalisé par tout le monde. Oui, Mais oui, vraiment ça, on le marginalisé sait. par tout le monde. Voilà. Katb Et Yassine a été ouais, marginalisé. Mouloud exactement, Mamri a été exactement, exactement. marginalisé. Arkoun a Et été tant, marginalisé. Mais personne exactement. ne parle au nom de Katb Yassine, Parce que, non, des pour une autres. simple Mais raison. Matob, c'est Ouais, une pour, référence. Pourquoi? ouais, pour une simple raison. Mahtoub, son engagement est. Déjà, il y a le niveau. Hein. C'est pas pour diminuer du niveau de Mahtoub, mais Mahtoub est beaucoup plus accessible que Katib Yassine, par exemple. Oui, oui, D'accord. oui. De deux, la facilité aussi de l'information. Kateb, il faut lire un livre. Mahtoub, on l'écoute. Et trois, c'est l'engagement, mais vraiment sincère. Mais ça se voit sur ce bonhomme que il est plus que sincère. Mais vraiment, c'est la sincérité incarnée. Et ça, effectivement, les gens, surtout grâce aux réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de réseaux sociaux, donc c'est pas tout le monde qui a accès aux vidéos, aux interviews et tout. Mais les réseaux sociaux, surtout YouTube, a permis de voir ce bonhomme en déterrant des anciennes vidéos d'entretien et tout ce qui s'ensuit, et on constate que ce mec avait cet acharnement contre le pouvoir algérien depuis le tout début. C'est Hmm. pas en se réveillant en 98 qu'il l'avait. Donc, les gens sont reconnaissants envers cette continuité, au fait,
dans le combat et cette sincérité de l'engagement. Et qu'il l'a payé aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'il l'a payé au prix le plus fort, à 2 reprises. En 89, quand il a été pratiquement abattu par des Kalachnikov, des balles de Kalachnikov à bout portant, et en 98, assassiné. Donc ça joue aussi dans l'imaginaire collectif des personnes. Oui, Gilles, je vais rajouter un mot. Oui, bien sûr. Justement, sur Matoub. Au fait, c'est vrai, Mamri, Harkoun, Kateb, c'est des gens de lettres, hein, c'est des intellectuels, donc ils touchent une frange bien déterminée de la population. Mais Matoub, pourquoi il a un impact beaucoup plus important que les autres? Parce que lui, donc tu sais bien que la culture berbère, d'une manière globale, elle est beaucoup plus orale qu'écrite. Oui. Donc Matoub, il parle, il n'écrit pas, il parle. Donc c'est pour ça que la plupart l'écoutent, ne lisent pas, l'écoutent. Donc, il a un impact beaucoup plus grandiose que les autres. Et en plus, il tient un langage très simple à comprendre, et un langage aussi d'un révolté, hein, vraiment dans le vrai sens, un révolté. Donc, il aspire de l'admiration et de l'adhésion à ce qu'il dit. Hein. Donc voilà, c'est surtout cet élément on baigne dans une culture beaucoup plus orale qu'écrite. Donc forcément, Matoub, il a sa place, comme Idir d'ailleurs, hein, même Idir, il a quand même, il occupe une place très très importante dans le combat, dans la militance en quelque sorte, bien sûr particulièrement la militance kabyle, quoi. Oh, oui, c'est très juste. C'est très juste. Et il a bien précisé, Hassan. C'est vrai que Matoub parlait. C'était un enfant du peuple, de la Kabylie, de l'Algérie même. Hein. Moi, je le considère comme mon compatriote. Je ne suis pas kabyle. Je voudrais juste revenir. Vous avez dit il faut que les Kabyles se réunissent, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils nous soutiennent. Et ceux qui ne sont pas kabyles, est-ce qu'ils sont concernés par cette marche? Alors, oui, bien entendu. Très bonne question. Nous, Gilou, bien entendu, le message principal s'adresse aux Kabyles parce que c'est les Kabyles qui sont concernés. Parce qu'au fait, aujourd'hui, on est arrêté pour délit de kabyléité. Parce qu'on est Kabyle, qu'on est arrêté. Donc, le message premier s'adresse aux Kabyles. Mais bien entendu, les Kabyles ont des amis. Des amis, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient d'autres peuples d'Algérie. Mais bien sûr que si un Oranais, si un Mozabite, si un Chelhi se reconnaît dans notre déclaration qu'on a fait et qu'ils viennent nous soutenir, bienvenue, bien entendu. Tu n'as pas cité l'Algérien. Moi, en tant qu'Algérien, je suis concerné aussi. Toi, tu as une définition de l'Algérie que j'ai pas. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs peuples dans ce territoire qu'on appelle l'Algérie. Donc, c'est pour ça que j'ai cité le Mozabite, le Chelhi, l'Oranais, le Hannabi et tout. Donc, après, bien entendu que tu es le bienvenu, mon cher Gilou, marcher avec nous le dimanche. Alors, juste pour te dire, il y a le peuple algérien. Il n'y a qu'un seul peuple algérien composé du peuple chaoui, Qbaili, Mzabi, Tergi, Arbi, Muslim, Moulhid, Masihi. Voilà. Donc chacun a sa vision. On va faire une autre émission là-dessus une autre fois avec grand plaisir, Gilou, sur la notion du peuple et la notion de la nation. Je suis coupé, je m'excuse, je viens de revenir. Je suis coupé, j'avais un problème de batterie. C'est parce que je suis avec le portable, c'est pour ça. Gilou, si on réduit, comme tu viens de dire, toutes les composantes, disons les peuples
comme disait Hussein, les peuples d'Algérie à un seul peuple homogène, uniciste, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, Non, c'est non, d'abord atroce. Hein. non, Donc, cette non. diversité, c'est une richesse. Je suis, C'est une oui, richesse parce que qui dit donc peuple dit tout ce qui tourne autour du peuple, tous les éléments qui le composent. Donc, les éléments qui composent un Kabyle dans sa vie, dans sa culture, dans sa langue, ne sont pas les mêmes que ceux qui composent le Chaoui, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est une richesse pour l'Algérie. Hein. C'est pas hmm. une Alors, tare, c'est pas un blocage. oui, Donc, certainement, en fait, tu sais pas comment je pense. Alors, je vais t'expliquer. Moi, je suis pour une Algérie plurielle, multiculturelle. Ça n'a rien à voir avec vous, hein. Juste, j'ouvre une parenthèse, si vous permettez, bien sûr, hein. ouais. Ok. Je suis pour une Algérie plurielle. C'est ton émission, hein. Tu peux te le permettre, mon cher Non, non, ami. mais merci, merci quand même. Donc, en Algérie, qu'on le veuille ou pas, il y a des Kabyles qui ont leur langue. Il y a des Chaouis qui ont aussi leur langue. Il y a des Touaregs qui ont leur langue, etc., etc. Et je suis pour, dès la première année de l'école, que l'on étudie avant tout la langue maternelle. Je pense que dans le monde, l'Algérie est un des rares pays que dont les enfants, la première année de l'école, apprennent une langue étrangère. Je suis pour que le kabyle soit enseigné en Kabylie, le chaoui, chez les chaouis, etc., etc. Ce pouvoir mafieux nous dit qu'on est arabe, qu'on est musulman, et que nous avons la langue du paradis, c'est celle-là avec laquelle on doit étudier. L'arabo-islamisme. Alors que les Arabes eux-mêmes sont en train d'abandonner cette langue qui véhicule une religion mortifère. Ah bah, nous sommes d'accord alors, Gilo. Nous sommes d'accord. Oui, Nous sommes d'accord. oui, mais Nous sommes en direct ou c'est fini le direct? ماشي مول في بلاد اللونجاج واقيلا on est en direct. Non, mais c'est pas ça. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est génial. En يهضر واش réalité, حبيت. avant d'arriver à ce stade-là, en fait, il fallait reconnaître qu'au départ, durant les années 90, par exemple, il y a eu un débat qui a été ouvert par rapport à cela. Et je vous rejoins entièrement. C'est-à-dire que, d'une manière générale, nous avions tous défendu l'idéal à ce qu'il y ait une Algérie plurielle, une Algérie, comment dirais-je, multiculturelle, etc. Ou, comme tu viens de le dire, par rapport à l'enseignement des langues régionales, parce qu'en fait, on pouvait bel et bien construire une Algérie sur des régions ou sur des fédérations, etc., en fait, sur un système décentralisé. Malheureusement, comme tu viens de le dire, le régime en place et qui a réussi quand même à berner, parce qu'en fait, même tous ceux qui ont véhiculé l'idéologie arabo-islamiste, y compris, c'est-à-dire les islamistes, ce qu'on appelle les panarabistes, les nationalistes, machin et tout, ils sont contre l'idée même de parler de la décentralisation, ils sont contre même l'idée de parler du pluriel. Pour eux, c'est l'unicisme, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule Algérie, c'est l'Algérie qui a été opposée à la France à l'époque, c'est une Algérie arabe, c'est une Algérie musulmane, point barre, tout en niant complètement la réalité culturelle, identitaire, civilisationnelle et historique de ce pays. C'est la raison pour laquelle, en ce moment-là, on traverse une crise identitaire. On n'arrive pas à sortir de cette crise-là. On n'arrête pas et encore, on est là pour longtemps. Malheureusement, Non. à chaque fois que tu essaies de poser les vraies questions fondamentales qu'il fallait traiter avant même d'aller de l'avant, ils te disent non, 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 toi tu es contre l'unité, toi tu es contre ceci, cela, etc. Donc aujourd'hui, les gens ne doivent pas s'étonner le fait qu'il y ait comment dirais-je, des indépendantistes, des personnes qui aspirent complètement à découler de cette Algérie, puisque tu lui refuses le droit d'exister en tant que tel. Aujourd'hui, tu imagines, tu dis à quelqu'un je suis kabyle, il va t'interdire de dire que tu es kabyle. Il va te dire non, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire d'abord je suis algérien. Mais arrête, Yahmar, qu'est-ce que tu connais de l'Algérie? L'Algérie, c'est un grand pays. L'Algérie, c'est un grand pays. Quelqu'un qui te dit c'est un kabyle, si tu comprends réellement ce que c'est que l'Algérie, tu sais bel et bien que c'est un Algérien. Regarde ici, par exemple, avec l'histoire des langues régionales. Le breton.
le breton qui est une langue régionale. Le drapeau des Bretons. Tu vas aller par exemple au conseil, à Lille, au conseil régional et au conseil, comment dirais-je, général de la Bretagne, ils mettent toujours leur drapeau avec fierté, ça pose aucun Mais problème pour c'est dans l'unité. tous les pays du monde. Ouais, ça pose aucun Tous les problème pays pour du monde, il y l'unité a de des la drapeaux. France. En Égypte, il y a des Et même drapeaux en Égypte, il y régionaux. a et en Algérie, Gino, Ouais. tu prends un drapeau amazigh qui est un drapeau fédérateur, c'est un drapeau qui nous renseigne sur l'histoire de l'Afrique du Nord tout entière. C'est pas un Kabyle, c'est un drapeau fédérateur, c'est un drapeau qui rassemble tous ceux qui se reconnaissent en tant qu'Amazigh. Parce que quand on parle de l'amazigité, c'est une identité plurielle, c'est une histoire, c'est une civilisation, etc. C'est une civilisation millénaire. Ils te disent non, non, on a ce drapeau point bas. Mais Ok. va lire, Gilou, va lire est-ce un peu que, l'histoire, Gilou, va Gilou, connaître est-ce, l'histoire de ton est-ce, je pays. veux dire un mot. Hein. Gilou, est-ce qu'on peut, par la suite, pour éventuellement finaliser l'émission, lire notre appel pour la marche? Absolument, juste après Medjid. Oui, Ouais. d'accord. J'ai prononcé tout à l'heure brièvement le concept d'état-nation en parlant du système algérien. Donc, jusque-là, depuis 62, bien sûr, bah, de toute façon, c'est le système qui existe encore. C'est un état d'état-nation. Bon, je ne sais pas, j'apprends rien à personne qu'un système d'état-nation. Donc, il a besoin que d'une seule langue, d'un seul État unitaire, d'une centralisation poussée, d'une seule religion, ainsi de suite. Tout un. Et le FLN, dans sa politique, il épouse un petit peu ce schéma, ce paradigme, disons, systémique. Donc, c'est ce qui s'est passé en Algérie. Et ce que je disais tout à l'heure, ce système, il est en contradiction avec le réel. Comment est le pays réel? Il est en contradiction. Le pays réel, c'est une diversité culturelle, linguistique et autres. Donc, tout simplement, là où on n'arrive pas, en quelque sorte, à comprendre ces enjeux un peu systémiques, c'est parce que pour changer ce système d'état-nation, il faudra aller vers une décentralisation poussée, appel à un système fédérateur basé sur ce que je disais tout à l'heure, sur des entités existantes sur le terrain. Le Chaoui, le Kabyle, tout ça, c'est des entités. Si on ne va pas dans ce sens, si on n'aille pas dans le sens de créer un autre paradigme structurel, eh ben, ce qui existe actuellement, il va s'écrouler de lui-même. Il va s'écrouler de lui-même. Soit on va s'acheminer vers une reconfiguration de l'État algérien, du territoire algérien, vers une sorte de fédéralisme, de confédéralisme, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se dire, ou bien tout simplement vers une dislocation, une partition carrément du territoire. Donc ça, il faut le dire, hein, il faut le dire, parce que ce système d'État-nation, il a tout verrouillé, il est pesant sur la vie des gens, il est appelé de façon à disparaître. Voilà. Ça, c'est une précision que effectivement, comme disait Hassan tout à l'heure, il nous faut plus d'une émission pour parler de tous ces enjeux. Bon, voilà. Ben écoutez, je vous reçois quand vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, Gilou, avec grand plaisir. Ok. Avec plaisir, on reviendra une autre fois. Oui, je l'espère. Sen, vas-y. Bah, soit Majid, soit moi, soit Rabah. C'est comme Non, Majid, c'est toi qui tu as veux le lire, texte, ou Majid, je ne sais pas qui a le texte. tu veux lire le texte, Majid? Oui, bon, je vais lire. Allez, ouais. allez, vas-y, Majid, on y va. Bon, ok. Alors, je démarre. Hein. Agissons pour la Kabylie. Ça, c'est le collectif Action pour la Kabylie qui déclare. Hein. Appel à une marche à Paris le dimanche 12 mars 2023. La Kabylie fait face à un acharnement sans précédent de l'État algérien qui a réussi à semer la terreur parmi les citoyens kabyles. Ce régime acquis à l'idéologie arabo-islamique
use de tous les moyens pour faire taire les militants et les militantes et militants politiques kabyles. Arrestation arbitraire de citoyens militants, souvent qualifiés de terroristes, maltraitance des détenus injustement incarcérés, des massacres judiciaires qui aboutissent à des condamnations iniques allant parfois jusqu'à 20 ans de prison et à perpétuité. Certains parmi eux sont torturés et d'autres violés. C'est le cas notamment de Slimane Bouhafs, un chrétien kabyle qui a dénoncé au tribunal lors de son procès les sévices et les viols qu'il a subis en prison. La machine judiciaire aux ordres de l'État algérien a même organisé un simulacre de procès expédié en 24 heures où 54 citoyens de l'Arma'anathiyaraten ont été condamnés à mort. L'État algérien est ainsi allé loin dans les multiples humiliations qu'il assène quotidiennement aux citoyennes et citoyens de Kabylie soumis à la violence d'un régime aux abois fidèle à ses pratiques dictatoriales. Si des centaines de militants et de citoyens kabyles croupissent arbitrairement aujourd'hui dans les prisons algériennes, des centaines d'autres sont harcelés par le système judiciaire ou interdits de sortie du territoire, à l'image de plusieurs artistes et intellectuels kabyles. C'est le cas de l'artiste Oulhlou, empêché de voyager pour se rendre en Europe et en Amérique du Nord, où il devait se produire à l'occasion du Yenneyer, ou encore de l'écrivain Younes Adli, empêché de tenir des conférences. Face au silence des instances internationales, des organisations des droits de l'homme ainsi qu'à celui des médias, il est temps de réagir et de mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré. Le collectif Action pour la Kabylie décide d'agir en conséquence et appelle la diaspora kabyle en France et ses amis à une marche de protestation le dimanche 12 mars 2023 de 14h à 18h à Paris, de Bastille à Nation, pour dénoncer l'arbitraire, la répression et la violence de l'État algérien ainsi que son acharnement sur la Kabylie. Exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion. Exiger la cessation de tout harcèlement physique, moral, judiciaire contre les citoyens et les militants kabyles. Exiger, comme l'a fait Amnesty International, l'annulation du simulacre de procès de l'affaire dite de l'Arma'anathiyaraten ayant prononcé la condamnation à mort de 54 citoyens kabyles. Toutes et tous pour la Kabylie. Marchons ensemble dimanche 12 mars 2023 à Paris à 14h, de place de la Bastille à place de la Nation. Kabylie, s'unir pour ne plus subir. Merci. Ok, parfait. Donc, j'espère que... Tout d'abord, je tiens à signaler que moi, je mène le même combat que vous pour l'Algérie. Cela dit, je suis conscient que la Kabylie en prend plus pour son grade que le reste de l'Algérie. Mais nous avons le même combat, c'est ce pouvoir mafieux, ce pouvoir terroriste, ce pouvoir criminel qui ne lésine sur aucun moyen pour nous étouffer, pour nous tuer. Voilà. Donc, vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? On t'entend pas, Hassan, tu as... Oui, oui. Ah, voilà. Oui, merci Gilou. Merci Gilou de nous avoir donné la parole. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Encore une fois, merci. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. On pourra aborder d'autres sujets avec grand plaisir avec toi, Gilou. Et merci pour le temps de liberté que ta chaîne donne à ses intervenants. C'est le principe de Ahdar Wash Habit. Donc, merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Oui, merci, Oui. Djelou. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés. J'espère qu'on n'a pas été une pesanteur pour eux. Voilà. Et merci encore une fois. Moi, c'était un plaisir. Bon, je ne vous connaissais pas, Majid et Rabah, mais je connaissais Hassan. Voilà, donc enchanté d'avoir fait votre connaissance.
Merci beaucoup. Tanmert. Merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Tanmert. على خير.